Bon, après plus d'un mois avec ce boîtier, le Sigma FPL, je vais te donner mon avis sur ce mini boîtier de 61 millions de pixels. Ce que j'aime pas, l'utilisation que j'ai eue avec ce boîtier, et globalement, qu'est-ce que je pense d'un petit boîtier autant défini. Bon, ce boîtier, je l'ai eu en prêt de la part de Sigma France durant tout le mois de décembre. J'ai pu faire pas mal de sorties avec ce boîtier, équipé de deux objectifs, le 20 mm f2 et le 65 mm f2. Du coup de la gamme Contemporary, comme tu peux le voir à l'heure actuelle, qui permet d'avoir un ensemble assez compact. Bon, ce boîtier il embarque un capteur plein format de 61 millions de pixels avec une monture L. Le tout dans un petit format et un petit gabarit qui permet que optique plus boîtier, on est à peine au-dessus des 700 grammes. Également, ce boîtier peut filmer, mais pas dans des profils qu'on a l'habitude de traiter. Ici, on peut filmer en 4K, en RAW, jusqu'en 12 bits sans aucune compression. On viendra sur ce point un petit peu après. Globalement, il y a pas mal de choses qui m'ont plu, pas mal de choses qui m'ont déplu, des choses qui sont bonnes à savoir si ce boîtier t'intéresse ou si t'intrigue. Et je vais te faire un bref résumé. J'ai commencé en vous disant ce que j'ai aimé sur le boîtier, et ce qui fait que c'est un boîtier que j'apprécie vraiment beaucoup. On va commencer par le premier point qui a fait que j'ai demandé à Sigma France si je pouvais emprunter ce boîtier, c'est sa taille et son poids. Comme je vous l'ai dit, il est assez léger et comme vous pouvez le voir, il est assez petit. Et moi qui ai l'habitude de faire des sorties où je prends des photos des lieux que j'explore et que je découvre, je trouve ce boîtier parfaitement adapté. Avec un objectif, on est très léger, on est très compact, ce qui me permet de l'avoir en bandolière autour du cou. Et quand j'ai besoin d'avoir une photo, de l'attraper et de faire ma photo. Le reste du temps, je le laisse pendre à côté de moi. Et son gabarit me permet de faire des sorties assez longues sans en avoir marre au bout d'un moment. Deuxième point qui m'a fait choisir ce boîtier et qui faisait que j'avais beaucoup envie de l'essayer, c'était sa capacité à être facilement accessoirisable. Ici par exemple, je lui ai monté le viseur EVF de chez Sigma, qui permet d'avoir du coup un viseur sur le boîtier qui peut s'orienter vers le haut. Un petit aparté sur ce viseur d'ailleurs, je pensais que ça allait être un accessoire que j'allais énormément utiliser. Au final, je l'ai emprunté, j'ai fait 2 sorties avec et la majorité des sorties, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que justement, il vient agrandir le boîtier. Là où moi, je recherche un petit boîtier compact, je me sentais plus à l'aise sans le viseur. Mais en dehors du viseur, pareil, on peut facilement venir lui mettre une griffe flash, un SSD et ce genre de choses. Et ici, j'avais pas de cage, mais on peut facilement également lui monter une cage et plein d'accessoires de marque tierce comme SmallRig, etc. Bon, bien sûr, je l'ai dit en début de vidéo, également son capteur de 61 millions de pixels m'intriguait énormément. J'avais jamais utilisé de boîtier aussi défini. Le côté petit boîtier avec un capteur hyper défini m'intéressait beaucoup. J'ai pas été déçu, c'est vraiment une expérience que j'ai beaucoup aimée. Le côté où tu sais que tu vas pouvoir recroper dans ton image sans aucun souci et sans perte de qualité. À l'opposé de mon Canon EOS R6 qui me filme en ce moment même, qui lui a un capteur de 20 millions de pixels, qui de temps en temps peut être handicapant quand on veut rezoomer dans l'image. Bon, un point où je m'attendais à être déçu, mais qu'au final j'ai été très agréablement surpris, c'est ses batteries. À l'époque j'avais un Sony A6300 qui fait à peu près la même taille que ce boîtier, et les batteries c'était un calvaire. Niveau batterie, il m'en fallait 4 pour me tenir une demi-journée, ça bouffait super vite et c'était vraiment horrible. Je m'attendais un peu à ce même résultat avec un petit boîtier comme ça qui a des petites batteries. Et au final, j'ai été très agréablement surpris par les batteries de ce Sigma. Sigma m'en a envoyé 2 et avec ces 2 batteries, ça me permettait de tenir une journée de shooting sans aucun souci. Sauf quand j'ai testé la partie vidéo de ce boîtier en filmant en RAW et ce genre de choses où là la batterie elle fumait en seulement une vingtaine de minutes. Pour tout ce qui est les balades photos que j'ai pu faire avec ce boîtier, c'était vraiment très confortable. Bon, on va passer sur les points négatifs de ce boîtier et ce qui m'a beaucoup plus dérangé pendant ma période de test. Et des choses qui peuvent être arrangées et d'autres qu'on ne peut pas changer. Par exemple, un premier point qui m'a un peu dérangé, c'est sa prise en main, sa poignée, le fait qu'il ait juste une poignée droite. Comme vous pouvez le voir sur le côté du boîtier, il n'y a pas de grip, on a juste un flanc tout droit. Bon, bien sûr, on peut venir lui rajouter des accessoires de chez Sigma et de marque tierce qui permettent de venir justement rajouter un grip pour maximiser le confort. Mais personnellement, pendant ma phase de test, j'avais pas ce genre d'accessoire et du coup, je l'ai utilisé comme ça, sans grip. Au final, j'avais 2 façons de le tenir, soit je le tenais par en dessous comme ça, alors j'avais la main qui s'y était vraiment très cramponnée, c'était pas très agréable et je venais appuyer avec mon index. Soit je venais au contraire le tenir par au-dessus et là j'étais un peu plus à l'aise, du coup j'avais 3 doigts sur le devant du boîtier, un doigt en dessous et avec mon pouce je venais appuyer sur mon déclencheur. Et là j'ai trouvé une façon de le tenir quand j'étais proche de moi qui me convenait un petit peu plus. Mais vu que c'est un boîtier que j'ai pas H24 en main, que comme je vous le disais, il est souvent pendu contre moi, le fait qu'il n'ait pas un grip très prononcé n'est pas forcément un point qui peut être extrêmement dérangeant. Toujours bon à savoir que si on veut l'utiliser et avoir un plus grand confort sur une longue période, clairement rajouter un accessoire qui permet d'avoir ici un petit grip pour pouvoir caler ses doigts, c'est quelque chose à faire et qui est limite indispensable.
Un autre gros point négatif qui m'attriste pas mal avec ce boîtier, mais je m'y attendais en le commandant parce que c'est ce que j'avais vu, c'est sa réactivité pour son autofocus. Là, clairement, moi qui viens de la série des Canon EOS R, ça m'a fait très bizarre. L'autofocus, il est lent, il n'est pas réactif. Il cherche pas mal ses sujets et le suivi d'autofocus, c'est un peu une tannée. Il va avoir pas mal de pompage avant, arrière, ce qui fait que personnellement, je me mettais en AF ponctuel avec un collimateur au centre. Je faisais mon point, je venais cadrer et je faisais déclencher ma photo. Là où avec le R6, soit je lui laisse le choix carrément du sujet et il arrive à peu près à comprendre ce qui se passe. Là, je ne pouvais pas faire ça avec ce boîtier. Du coup, malheureusement, je n'ai même pas pu tester les performances de l'autofocus des objets que j'avais en prêt, vu que le boîtier ne me permettait pas d'essayer justement les autofocus de façon assez rapide et assez concluante. Moi également, je shootais une photo de 61 millions de pixels sur une petite carte SD. Il faut attendre un certain temps, le temps que la photo s'enregistre. Ce qui n'est pas forcément très dérangeant, mais qui dans certaines situations, si on déclenche la photo et qu'on veut vite voir le résultat, peut être assez long. Par exemple, j'ai pu faire un shooting portrait où je déclenchais, j'attendais 10 secondes devant mon modèle que la photo s'enregistrait pour pouvoir lui montrer le résultat. C'était pas le plus agréable. Bon, et on va parler un petit peu des points également qui sont ni positifs ni négatifs, c'est juste un fait et je pense qu'il faut le savoir si on veut investir dans ce boîtier. Comme je l'ai dit en intro de vidéo, ce boîtier peut filmer en RAW, ce qui est quelque chose d'assez unique, surtout dans le milieu de la photographie et surtout dans cette gamme de prix. On est là sur un boîtier qui coûte 2500 €, c'est vraiment pas cher pour une caméra qui peut filmer en RAW. Bon, chose à savoir par contre, il filme en RAW, en 12 bits, à traiter derrière, il faut un ordinateur qui suit. Personnellement, mon MacBook Pro M1 avec 16 Go de RAM, commencer un petit peu à bégayer et à retoucher avec DaVinci Resolve. Ça demande des connaissances que je n'ai personnellement pas. Donc j'ai pas mal tâtonné, j'ai pas mal essayé de bricoler pour réussir à faire un edit qui me plaît. J'ai réussi à faire des plans qui me plaisaient, mais personnellement, je vois que c'est pas une caméra qui me convient. Pour filmer, je pense pas que ça soit la caméra qui soit adaptée à mon utilisation. Je suis beaucoup plus à l'aise avec mon R6 qui filme en 4K comme lui, mais lui en log et en 10 bits, et que j'ai l'habitude de travailler et d'utiliser. Également, la taille des fichiers est assez impressionnante. Juste les photos font facilement des dizaines de MO et rapidement sur une balade, on s'en sort pour 5, 6, 10 gigaoctets de photos. Et en plus, quand on va vouloir filmer en RAW, comme je vous l'avais déjà dit, 500 Go à peu près, ça représente 25 minutes de vidéo. Donc prévoyez du stockage si vous voulez filmer en RAW avec ce petit boîtier. Truc à savoir également, c'est qu'il a un obturateur électronique. Qui dit obturateur électronique, dit qu'il a également du rolling shutter. C'est quelque chose que j'ai pas trop ressenti quand je l'utilisais, sauf dans deux situations. Première situation, c'est quand je faisais une série de 3 photos sur des humains ou ce genre de choses et que je bougeais légèrement, j'avais tendance à avoir une petite déformation. Ça se voit surtout sur des portraits où tu shootes à la verticale, du coup le rolling shutter est dans ce sens-là. Et là, on va avoir l'impression que l'image est décalée sur un axe horizontal. Mais globalement, sur une photo seule, on le remarque pas trop, mais une fois qu'on met 2 photos l'une à côté de l'autre, là on le voit un petit peu plus. Deuxième situation où on le remarque, c'est quand on shoot de nuit avec de l'éclairage artificiel et que on a du flickering. C'est-à-dire qu'en photo, on va avoir l'effet un petit peu trait de lumière qu'on retrouve en vidéo. Donc voilà, c'est quelque chose à savoir. En réglant son obturateur, on peut facilement se dépatouiller pour pas trop ressentir cet effet. Mais voilà, c'est les côtés un petit peu pas pratiques des obturateurs électroniques. Mais l'avantage d'un obturateur électronique, c'est qu'on a un boîtier qui est ultra silencieux et qu'on n'entend pas du tout déclencher. Mais bon, voilà à peu près ce que je pense de ce boîtier, des points qui m'ont plu, des points qui m'ont déplu et de mon avis global sur ce boîtier. Du coup, pour moi, dans quelle situation il est bon, dans quelle situation je pourrais utiliser un boîtier du style, et également dans quelle situation je n'irai pas l'utiliser lui et je préfère toujours utiliser mon Canon EOS R6. Bon, j'ai pu faire du coup du portrait, j'ai pu faire du paysage, j'ai pu faire de la photo de rue, ce genre de choses. Et personnellement, je peux ranger en fait toutes les sorties dans 2 catégories. L'une où il va être adapté, l'autre où il ne va pas être adapté. Ces 2 catégories, c'est quand les sujets bougent et quand les sujets ne bougent pas. Globalement, ce boîtier est parfait pour tous les moments où le sujet ne bouge pas. Que ce soit du portrait où le sujet est fixe, de la photo de bâtiment ou de la photo de paysage, je trouve ce boîtier excellent. 61 millions de pixels, sincèrement, c'est une tuerie. Ça permet de venir recroper facilement dans son image et ça permet d'avoir des images vraiment sublimes. En plus, les petits objets, même contemporains, ont un piqué au top qui ne permettent que de sublimer le capteur de 61 millions de pixels qui est à l'intérieur de ce boîtier. L'autre catégorie, c'est quand les sujets bougent et à ce moment-là, je préfère utiliser mon Canon EOS R6. Pour faire du portrait où mon sujet est amené à bouger ou pour faire de la photo de rue,
Bon, j'ai pas essayé de l'animalier avec ce boîtier, j'avais pas les objets pour, et je pense que ça serait le même constat. Globalement, quand le sujet bouge, le Sigma FPL n'est pas le boîtier adapté. À cause de son autofocus qui est assez lent, on va perdre énormément en réactivité. Ce qui fait que personnellement, ça m'handicape pas mal et je préfère utiliser mon Canon EOS R6. Même sur la balade photo que j'ai fait avec Lola, que je vous ai sorti en fin d'année dernière, de base j'avais commencé avec le Sigma FPL. D'ailleurs, la partie avec le Sigma FPL arrivera dans quelques semaines. J'ai fait à peu près la moitié de la balade avec le Sigma FPL et avec le 65 mm pour pouvoir le tester. Et j'ai fini avec mon Canon EOS R6 et avec le 85 mm 1.4 car j'étais plus à l'aise. Enfin voilà, si ton sujet bouge pas, Sigma FPL c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Si ton sujet bouge beaucoup, Sigma FPL c'est un peu plus difficile. Voilà. Également, si tu souhaites de la vidéo et que tu es assez exigeant, donc tu cherches du RAW 12 bits, que tu sais retoucher ce genre de codec et que tu sais étalonner ce genre d'image, que tu as l'ordi pour suivre et que tu as les besoins de ce genre d'image, et ben Sigma FP et Sigma FPL sont des bons boîtiers assez abordables. Bon, du coup, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que mon avis t'aura intéressé, t'aura éclairé, et que si ce boîtier est juste intrigué, ben, que cette vidéo t'aura intéressé. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.